Bonjour à tous, c'est Savoir Partager, l'émission de l'IRD audiovisuel et de Synapse Télévision. Notre invité aujourd'hui, Bernard Surugue, bonjour. Alors Bernard Surugue, vous êtes directeur de recherche à l'IRD et vous êtes en même temps le fondateur de l'IRD audiovisuel. Donc vous avez une grande expérience de l'audiovisuel et des films. Vous avez surtout commencé à travailler avec Jean Rouch. Je crois savoir que c'est à 20 ans que les choses se sont passées et qu'au fond, vous avez quitté comme ça brusquement la préparation aux grandes écoles pour aller au Niger, rejoindre Jean Rouch, que vous ne connaissiez pas, au fond, sous l'instigation de François Châtelet, qui avait cette intelligence de vous dire qu'avec Jean Rouch, vous alliez préparer quelque chose qui aurait beaucoup de sens et qui correspondrait un peu à ce que vous souhaitiez. C'est exactement ça. Alors, je ne sais pas comment vous savez ça, mais c'est exactement ça. Ça s'est passé dans la brasserie Balzar, près de la Sorbonne. Et à cette époque-là, effectivement, j'étais même embarqué dans une école et on devait faire des stages dits ouvriers. Et j'en ai fait un dans une usine qui faisait des tas de choses, de la télécommunication aussi, mais de l'armement. Et à un moment donné, je me suis trouvé à travailler sur des engins de mort, des missiles RR, à 26 millions à l'époque, qui tuent un avion en quelques secondes. Et jamais, ça m'a vraiment créé une crise grave. Et je voulais arrêter. J'ai dit à mes parents, je ne continuerai jamais là-dedans, c'est pas pour moi. Alors, comme j'avais fait pas mal de musique en même temps, j'ai eu une autre opportunité. Immédiatement après, j'ai regardé les petites annonces du Figaro et j'ai découvert que le gouvernement nigérien cherchait un professeur de musique pour son lycée national. Il y avait un seul lycée national à l'époque. J'ai écrit un projet en disant il faut enseigner la musique nigérienne aux Nigériens. Et mon projet a été accepté. Le ministre m'a convoqué et il m'a dit vous partez dans 3 semaines. Il m'a dit, vous verrez là-bas, le ciel est toujours bleu, le poulet coûte 100 francs et vous ne serez pas déçus. Alors j'ai quand même quelques doutes et c'est François Châtelet à qui j'ai expliqué ça. Il m'a dit, mais écoutez, c'est exactement ça qui vous convient. Vous allez trouver là-bas au Niger quelqu'un qui s'appelle Jean Rouch. Il est lui-même un ancien ingénieur des ponts et chaussées. Il va adorer votre projet. Et effectivement, Jean Rouch m'a immédiatement accueilli. Non seulement il vous a accueilli, mais il vous a confié, au fond, un travail quasiment d'ethnologue alors que vous aviez 20 ans, et surtout d'ethnologue spécialiste de musique parce que vous vouliez enseigner la musique. Oui, alors ça, c'est première rencontre avec Jean Rouch, c'est le 6 novembre 1966. Et il me dit, bon, puisque tu as fait des maths et puisque tu connais la musique, tu vas faire de l'ethnomusicologie. Donc ça, c'était déjà des raisonnements à Jean Rouch, que je n'ai pas compris immédiatement. Et puis tout de suite, il m'a dit, donc tu vas monter une section d'ethnomusicologie au centre IFAN de Niamey. Et puisque tu fais de l'ethnomusicologie, tu vas venir avec moi, tu tiendras le magnétophone, c'est un Agra. Donc un Agra, c'est comme une Ferrari, enfin, c'est un instrument quand même merveilleux. Magnifique, 11,5 kg. 11,5 kg et des micros de bonne qualité ici. Un ethnomusicologue doit avoir de bons instruments, je cite. Et lui tenait la caméra. Et on a comme ça parcouru tous les villages où se passaient des rites de possession pendant quelques années, à enregistrer systématiquement, à essayer de faire le portrait des génies du monde Sonrai, de la mythologie Sonrai, qui est une mythologie merveilleuse. Au fond, alors Bernard Surugue, c'est un deuxième Jean Rouch, parce que finalement, l'histoire de Jean Rouch, elle est très proche au fond de la vôtre, parce qu'il était ingénieur des ponts et chaussées, et au départ, rien ne destinait forcément à faire du cinéma. Et quand il s'est rendu au Niger, en 1941, à Niamey, c'était d'abord pour construire des routes. Et puis, en construisant des routes, en 1943, il a eu cet aperçu sur l'animisme Sangway, qui pour lui a été Sangai, qui pour lui a été très très important. Et à partir de là, au fond, petit à petit, sa vocation s'est affirmée. Oui, enfin, c'est gentil de me comparer à Jean Rouch, mais lui d'abord, il a terminé son école des ponts et chaussées, ce qui est quand même pas mal. Et après, il y a eu des événements un petit peu douloureux de la guerre qui font qu'il s'est retrouvé, il est parti avec ses copains Sauvy et Ponty pour en principe fabriquer un train entre Dakar et Niamey qui n'a jamais été construit. Et il s'est retrouvé, lui, affecté, séparé de ses copains, il s'est retrouvé affecté au Niger. Il a eu tout de suite des gros problèmes avec l'administration vichiste de l'époque, surtout parce que, d'abord, il faisait des routes, là, il travaillait sur le terrain, il ignorait l'ethnologie à cette époque-là, enfin, c'était pas son affaire. Mais un jour, sur un chantier, la foudre est tombée sur les villages, sur les ouvriers, sur le campement, et il y a eu mort d'homme.
Donc immédiatement, il a été prévenu, il a reçu un télégramme coincé dans une branche de bois, comme on le faisait à l'époque. Il est allé voir ce qui se passait tout de suite, et quand il a voulu s'occuper des gens, son associé de l'époque, qui était d'Amorésica, lui a dit « ça, il ne faut pas toucher. On ne touche pas un foudroyé, ça c'est l'affaire de ma grand-mère Calia. Je vais t'emmener chez ma grand-mère Calia. Elle va s'occuper de cette affaire-là. » Alors on va revenir sur la grand-mère Calia parce que c'est une des héroïnes de ce livre qui vient de sortir et au fond que vous avez quasiment édité, qui s'appelle « Alors le noir et le blanc seront amis », carnet de mission 46-51, parce qu'en fait ce livre, c'est un livre de Jean Rouch, annoté par Bernard Surugue, présenté par Bernard Surugue, avec une postface de Bernard Surugue, avec une biographie de Jean Rouch que vous avez écrite. Et ce qui est intéressant dans ce livre, me semble-t-il, c'est que, bien sûr, on a les récits des 3 expériences, mais les récits de 3 expériences, des 3 voyages, le long du fleuve Niger, qui ont été accomplis par Jean Rouch. Le premier accompli par ses amis, c'est-à-dire avec ses amis, avec Sauvy et Ponty. Avec Sauvy et Ponty, il va d'abord donc descendre le fleuve. Ce qui, à l'époque, était absolument incroyable, parce que personne n'avait jamais descendu le fleuve jusqu'au bout. Si j'ai bien compris en le lisant, il y avait eu une expérience, mais qui s'était très très mal terminée. Ah, tout à fait, c'est un exploit complètement fou. Et ça repose... Alors les amis, il faut quand même en dire un mot, ce sont aussi des ingénieurs des ponts et chaussées, ce sont des copains d'école. C'est ceux que vous avez cités tout à l'heure, c'est ça? Oui. Ponty et Sauvy, et ils ont fait la guerre tous les 3, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils n'ont pas étalé ce qu'ils ont fait après, ils n'en ont jamais parlé en fait. On l'a su après coup, mais ils ont fait de grandes choses, bon ça on y reviendra un autre jour. Mais justement, pendant cette période complètement folle, ils se sont retrouvés à un moment donné à Bamako, et ils ont passé un serment, le serment de Bamako, que quand la guerre serait finie, ils reviendraient en Afrique pour faire cette expédition extraordinaire de descendre le fleuve Niger de sa source jusqu'à l'océan. Ça fait 4200 km, c'est quand même pas mal, avec des radeaux, plusieurs naufrages, des pirogues approximatives. Et quand même, c'était assez audacieux. Personne n'avait jamais réussi à en faire même la moitié. Alors, 1946, donc, on met en exécution le fameux serment de Bamako. Et donc, ils vont d'abord aux sources. Ce qui est intéressant à la découverte des sources, c'est que Rouch, qui écrit exactement comme il filme, me semble-t-il, c'est-à-dire qui écrit avec des images successives. On a souvent parlé pour lui de caméra-crayon. Enfin, c'est vous qui utilisez le mot caméra-crayon. Je trouve qu'il écrit aussi de la même façon, avec des petites impressions comme ça fugitives. Et quand il raconte les sources du Niger, cette eau pure auprès de laquelle il est, et à partir de laquelle ils vont commencer finalement à descendre le Niger, mais au début, on ne peut pas le descendre, c'est trop petit. Puis petit à petit, en ayant des radeaux absolument problématiques, incroyables, les radeaux de fortune qu'ils construisent d'abord, avant d'avoir des radeaux de plus en plus opératoires, de plus en plus modernes, en fait toujours avec l'aide des gens qui les accompagnent. Alors, il faut dire quelque chose quand même qui étaye tout ceci, c'est que c'est Ponty et Sauvy qui me l'ont raconté il y a quelques jours, ça. Quand ils sont allés aux sources du Niger en Guinée, c'était très difficile de trouver la source, parce que c'était un petit ruisseau de rien du tout, et puis c'est en réalité un lieu sacré. Et les villageois se sont réunis pour dire « mais on ne peut pas vous emmener là, là-bas, il y a des esprits, c'est très dangereux, on ne peut pas y aller ». Et puis finalement, il y a eu un conciliabule, et comme ils ont vu que ces 3 gaillards, les villageois ont vu que ces 3 gaillards non seulement étaient très sportifs, plutôt sympathiques, et qu'ils riaient tout le temps, ils leur ont dit « bon, puisque vous riez tout le temps, puisque vous êtes des gens comme ça, on va vous y emmener ». Et c'est comme ça qu'ils ont pu aller jusqu'à la source, dans un premier temps, évidemment, à pied. Alors, au Pays des Mages Noirs, l'un des premiers films de Rouch à ce titre, c'est parce qu'au fond, c'est des mages qui disent le caractère à la fois sacré, ritualisé de cet endroit, et en même temps le caractère ritualisé de beaucoup de pratiques le long des premiers kilomètres du fleuve Niger, allant vers son embouchure. Alors, mage, c'est aussi la magie et la religion. C'est ce charme-là qui a habité Rouch, qui lui-même était un charmeur.
Donc il a essayé de raconter toute cette qualité humaine que l'on peut rencontrer quand on se promène le long du fleuve Niger. C'est pas compliqué à faire, tout le monde peut le faire, ça. Oui, mais enfin, l'Écossais Mungo Park, il a laissé sa vie, il faut quand même le rappeler. Donc cet Écossais dont je parlais tout à l'heure a laissé sa vie sur ce fleuve parce qu'il y a des rapides que personne n'avait jamais affrontés en restant vivant, puisque Mungo Park y est mort. Et on avait prévenu Jean Rouch, on avait prévenu ses amis qui risquaient leur vie quoi, sur ces rapides. Alors, ils les ont passés avec succès. Alors, pourquoi? À force de finesse. On ne comprend pas très bien quand on lit le livre. Pourquoi ça a réussi? Alors, modestie de Jean Rouch, parce qu'il ne veut pas dire sans doute ce qu'ils ont fait. Mais vous savez sûrement ce qu'ils ont fait pour réussir. Moi, j'y étais pas, mais enfin, il y a eu des naufrages. Ils ont à plusieurs reprises tout perdu. Ils sont partis là-bas avec pas un sou. Hein. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de sous. Et à plusieurs reprises, donc ils essayaient de faire des conférences, etc. Quand même, ils avaient trouvé un truc assez malin, c'est qu'ils partageaient tout. La notion de partage chez eux, c'est quelque chose qui n'a jamais été démenti, ni même leur amitié, qui dure toujours. Hein. Enfin, même si Rouch n'est plus là, l'amitié des trois a duré toute une vie, et une longue vie, ce qui est formidable. Je suis presque en train de perdre mon fil. Mungo Park et les rapides. Expliquez-moi pourquoi ils sont arrivés sains et saufs à passer les rapides. Ils ont donc fait plusieurs naufrages, tout a cassé, et ils avaient, pour avoir un petit peu d'argent, pour récupérer de l'argent, ils avaient inventé qu'ils étaient à eux trois un seul journaliste, qui s'appelait, ils ont uni leurs trois prénoms, ça faisait Jean-Pierre Jean, journaliste de l'AFP. Et il y a pas mal d'articles qui sont, avant ces articles-là, qui sont repris dans le livre, qui ont été publiés dans toute la presse internationale, c'était l'agence France Presse, qui recevait des dépêches de Jean-Pierre Jean et qui racontait l'épisode de ces trois gaillards qui n'en formaient qu'un. Et comme ça, ils arrivaient à toucher un petit peu de Bernard soupe. Surugue, les rapides de Boussa. Arrivons aux rapides de Boussa. Ben, les rapides Comment de ils Boussa. ont passé les rapides de Boussa? Ils les ont passés en se cassant la figure, ils ont essayé de filmer, ils ont cassé le pied de la caméra, et c'est ça qui a inventé le cinéma à la Rouch. Le pied, dans les rapides, tout leur matériel flottait, etc. Ils ont récupéré ce qu'ils ont pu récupérer, mais la caméra achetée au puce, qu'on voit là sur l'affiche, cette petite caméra Bell et Howell, elle a résisté, c'est une caméra qui marche toujours d'ailleurs, elle existe toujours cette caméra, et il se trouve que dans ces rapides assez terrifiants, parmi la casse, le pied a cassé, mais Rouch, qui avait toujours l'habitude de transformer les inconvénients en avantages, il a dit c'est pas grave, on continue. Et il a filmé comme ça, la caméra au front, sans pied, sans tripode. Et tous ces films, depuis, sont faits sans pied. J'ai jamais vu Rouch travailler avec un pied. Alors ce qui montre très bien, c'est la vie des pêcheurs. Parce que ces premiers films, ces premières images, c'est la vie des pêcheurs le long du fleuve Niger, c'est la vie des agriculteurs qui sont le long du fleuve Niger. Et dans le livre, il raconte presque concrètement comment les choses se passent. Alors tout à l'heure, vous parliez de la grand-mère d'un de leurs accompagnateurs. Rouch, petit à petit, entre dans la famille de ceux qui les accompagnent. Ça, c'est à la fois une curiosité formidable et en même temps, je dirais, un intérêt intelligemment organisé pour essayer de suivre des pistes qui, chaque fois, paraissent des pistes finalement prolifiques. Il rentre dans la famille, c'est-à-dire qu'il a ce don extraordinaire. D'abord, il est venu plusieurs fois. Ce qui compte quand on fait de l'ethnographie, c'est pas venir une fois quelque part et puis après on s'en va. L'important, c'est d'abord de vivre tout un cycle annuel. Et Rouch l'a fait à plusieurs reprises au terme de ces grandes missions qu'il a faites, qui étaient des missions quand même très longues, très difficiles, de sorte qu'il voyait tout le temps les mêmes gens. Le Damouré Zika, qui est dans la descente du fleuve, il l'a rencontré plusieurs années avant, quand il était au Niger comme ingénieur des travaux publics. C'est Damouré Zika qui l'a introduit à sa grand-mère. Absolument. Et c'est Damouré qui a fait découvrir à Rouch cet univers extraordinaire, cette tendresse. C'est dans l'introduction de la thèse de Rouch. Il en parle avec tellement d'émotion. C'est cette porte vermoulue qui m'a fait découvrir l'univers africain et sa beauté extraordinaire, où il a découvert qu'il y avait là une mythologie vivante. On vit avec des dieux sympathiques qui habitent dans le fleuve d'ailleurs. Tout se joue sur ce grand fleuve qui draine
toute cette culture mythologique qui ressemble un peu à la mythologie grecque. Il y a plein de dieux pour tout. Il y a un dieu pour le tonnerre, un dieu pour l'éclair, un dieu pour l'eau, un dieu pour le vent. Enfin, pour tout ce qui compte dans ce qui fait la vie de tous les jours, eh bien, il y a quelque chose. Et ça permet, ces fameux phénomènes de possession que Rouch a si bien décrits, aussi bien avec la caméra et comme vous dites, aussi bien avec la plume, car c'est quelqu'un qui écrivait bien. Accessoirement, il peignait pas mal aussi, et il chantait très bien. Donc c'est des gens qui étaient assez doués quand même. Eh bien, cette expression de la possession, cette manifestation de la possession, qui existe toujours au jour d'aujourd'hui, permet justement d'intégrer les ennuis que l'on peut rencontrer, les difficultés que l'on peut rencontrer, aussi bien dans la mythologie ancienne que dans ce qui nourrit la mythologie d'aujourd'hui. Il y a donc un dialogue qui s'établit entre les dieux et les hommes. On peut discuter, on peut donner la parole, on peut avoir une parole qui permet de résoudre des problèmes souvent très graves. Et dans l'exemple de la mort des ouvriers, c'était très grave, il y avait mort d'homme. Alors l'âme Ibrahim Dia est un autre de leurs accompagnateurs, et au fond, ce qui est assez extraordinaire dans le texte de Rouch, je dirais, c'est la considération qu'il a pour ses amis qu'il se fait. Et vous parliez d'amis qu'il a gardés toute sa vie, en le lisant. Alors c'est seulement les moments d'expédition 46-51, mais en le lisant, on a l'impression que ces amis-là, ils vont rester solidement liés à Rouch. D'ailleurs, vous le dites dans la biographie, que ça restera toujours des amis de Rouch, ces hommes qui l'ont accompagné sur le fleuve Niger. C'est tout à fait juste, c'est une fidélité en amitié rare, très très rare. Et l'âme, effectivement, a été rencontrée en 1946, Damouré en 1941, et jusqu'il n'y a jamais cette attention n'a jamais été démentie. Talou, pareil, Talou était dans la chasse à l'hippopotame, il en a eu des souvenirs terribles, et ça lui faisait très peur. Et Rouch avait une tendance à s'intéresser aux gens qui étaient un peu à la marge, aux marginaux, aux gens qui cherchaient pas, les gens qui étaient à la marge l'intéressaient beaucoup. Oumar Ouganda, par exemple, dans Morin Noir, c'était quelqu'un de déchiré qui était assez marginal. Il était docker dans le port d'Abidjan, mais Rouch l'a recruté comme enquêteur pour les enquêtes sur l'immigration, et quand il a vu qui était Oumar Ouganda, il en a fait le héros d'un film, qui est là, c'est lui là, Oumar Ouganda. Bernard Surrugue, alors deuxième voyage, là au fond il n'a pas d'argent, et il n'arrive pas à permettre à ses deux amis de partir avec lui, et donc il décide de partir tout seul. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là il ne va pas refaire le même voyage, il va faire un voyage en partie à pied, en partie à cheval, et dans ce deuxième voyage, il raconte comment, à pied, il va découvrir au fond un certain nombre de choses nouvelles. Et ce qui est intéressant dans le livre, et ce qui m'a absolument passionné, c'est qu'on voit comment, dans la tête de Rouch qui marche le long du Niger, circulent des images qui sont celles de ses films. Et comment, d'ailleurs, ces images sont des films qu'il a fait avant, et pour certains d'entre eux, qu'il va faire peut-être ensuite, parce qu'il imagine des choses qui ne sont même pas tournées encore, mais qu'il imagine parce qu'il marche le long du Niger. Le long du Niger, il s'écarte un peu du Niger au cours de cette mission, à cheval, justement, ça lui permet de changer un peu de la pirogue, parce que la pirogue, on voit le fleuve défiler dans un sens, puis si on se retourne, on le voit défiler dans l'autre sens, mais c'est un peu difficile de monter ça après en termes de cinéma. Là, à cheval, il voit les choses un petit peu plus haut, et puis à l'intérieur des terres. Donc il va vers Wanzerbe, vers Ombori, dans des endroits qui sont les lieux de la magie. Là, il rencontre les vrais magiciens, les gens qui savent faire des choses tout à fait fabuleuses. Et il découvre aussi un peu d'art rupestre, il découvre toutes sortes de manifestations humaines tout à fait extraordinaires. Et c'est vrai que son regard, évidemment, ces films, c'est son regard. Ce que vous dites est très juste. Il anticipe les choses. Et si on regarde bien toute son œuvre, qui est quand même un film qui fait 120 films, hein, à peu près, 120, 140 films, on ne sait même pas combien il y en a, tellement il y en a, mais c'est une œuvre considérable. Tous ces films se succèdent, ils ont tous une rationalité, une logique. C'est comme si c'est des éléments de la vie qui s'emboîtent au fur et à mesure que... Et alors c'est vrai qu'avant de faire ses films, il réfléchit, puis après il fait son film. Et après l'avoir fait, il le produit. Ça a un sens, ça veut dire qu'il le fait vraiment par rapport à ce regard et cette intelligence qu'il a, qui lui permet de
bien analyser tout ce qui se produit. Et c'est ça, cette capacité qui m'a vraiment fasciné chez Rouch, c'est d'arriver à Il comprenait très très vite ce qui allait se passer dans des choses bizarres. Enfin, quand on voit un possédé, c'est très compliqué. Alors justement, le possédé, parce que le voyage de 48, donc ce deuxième voyage, dans une mission CNRS, c'est là où on a l'impression qu'il parle le plus de l'initiation à la démarche des possédés. Et où on voit ce film se faire ou se penser sur cette danse des possédés. Et pourquoi cette danse des possédés va jouer un grand rôle finalement dans la manière qu'il a de regarder la société du Niger. Oui, c'est une société, il découvre justement une société qui s'oppose à la société qu'étudiait son patron, qui sont les voisins, c'est les Dogons. Alors ça c'est Griolle. C'est les Griolle, son patron c'est Griolle. On va y revenir parce que le troisième voyage, Griolle est capital. Mais j'explique parce que chez les Dogons, il y a des masques célèbres, il y a des manifestations tout à fait différentes, peut-être dans le même esprit, mais c'est complètement différent, c'est une autre culture. La culture du monde Sonrail et Germa, qui est donc un peu plus à l'est, c'est une société sans masque. C'est une expression de la pensée, c'est un système de la pensée qui s'exprime sans masque. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a un investissement, c'est du théâtre primordial, ou même de l'opéra, puisque de la musique et du chant et de la danse, tout ça mêlé, pour exprimer un rituel très singulier. Et c'est vrai que pour comprendre ça, il faut en voir quelques-uns. Et c'est vrai que c'est ça la deuxième mission de Rouch. Elle est beaucoup dans l'exploration de ces mystères-là. Alors la troisième mission, pour y venir, le troisième voyage, on a donc les trois voyages racontés dans ce livre Essai mille et une nuits que vous avez édité, Alors le noir et le blanc seront amis. Dans le troisième voyage, il est avec un linguiste, le linguiste Rosfelder, Roger Rosfelder. Et en fait, ce linguiste est très intéressé au fond par, bien évidemment, ce qui se parle comme langage tout au long du Niger. Et lui, il a pensé mettre en avant à la fois l'Institut d'Afrique noire, à la fois le CNC, qui vont jouer un assez grand rôle dans la mission, et qu'en fait, ces enquêtes sur les migrations des anciennes colonies, les migrations des indigènes dans les anciennes colonies, vont déboucher sur une compréhension, alors justement, de ce qui se passe chez les Dogons, en rapport avec ce qui se passe chez les Songhai. Et là, il s'appuie sur l'enseignement de Griolle, puisqu'il va voir Griolle. Griolle, c'est au fond son papa en ethnologie. Griolle, c'est un grand ethnologue s'il en est. Et c'est assez intéressant le rapport entre Rouch et Griolle, parce qu'on a l'impression qu'ils ne font pas la même chose, et qu'en même temps, Rouch a quand même beaucoup appris au contact de Griolle. Ah, ils s'entendaient bien, en tout cas. Il y avait un respect tout à fait mutuel et une estime énorme, et aucun doute là-dessus. Mais ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que la mission avec Rosfelder a quelque chose de très particulier, et en particulier dans l'histoire du cinéma, c'est qu'il est venu avec un magnétophone portable, le linguiste. Il s'intéressait à enregistrer les chants, les paroles, etc. Mais il est venu avec un magnétophone portable qui pesait 40 kilos, avec des poignées pour les porter. Enfin, portable, on pouvait effectivement... Autonome, on va dire. Portable si on est suffisamment musclé. Pas très commode. Mais enfin, ça permet en tout cas d'ajouter le son à l'image, ce qui est quand même un pas en avant tout à fait extraordinaire. Sur le terrain, on savait évidemment déjà faire du film dans les studios, mais sur le terrain, c'était une performance extraordinaire d'arriver à apporter des machines autonomes pour enregistrer le son. Et c'est comme ça qu'on a des collections. Alors, chez les Dogons, ils ont tourné Cimetière dans la falaise de cette manière-là, sur un texte dit par Marcel Griolle. L'image et la réalisation, c'est Jean Rouch, et le son, c'est Roger Rosfelder. En réalité, ils ont tous les trois travaillé aussi, c'était aussi un trinôme. Alors là, il y a un sujet clé dont vous avez déjà parlé, qui est la chasse à l'hippopotame. La chasse à l'hippopotame, je dirais que c'est un peu presque le mythe, le mythe du film. Parce que la chasse à l'hippopotame, c'est une chasse à l'hippopotame au harpon, avec une pirogue qui est Trembico 4, pour la première chasse à l'hippopotame. Et en fait, ça occupe beaucoup Rouch. Et dans ce texte, on se rend compte qu'il y a là quelque chose qui est fondateur. C'est complètement juste. Mais il faut imaginer aussi, quand on se promène en pirogue sur le fleuve, on peut rencontrer des hippopotames. Ce sont quand même des animaux, ils ne sont pas méchants.
mais ils sont joueurs. Et parfois, ils jouent avec une pirogue, et quand ils ouvrent une gueule qui est une gueule énorme, ils peuvent tout simplement couper la pirogue en deux et puis faire du mal aux gens qui sont pris, qui se trouvent là. C'est quand même des animaux assez dangereux, il ne faut pas les énerver. Alors il faut leur parler. Ce que savent faire les pêcheurs sorkos, qui sont eux qui possèdent le Niger, les bozos un peu plus loin, un peu plus haut. Mais dans le monde du fleuve Niger au Niger, c'est les sorkos. Et eux, ils savent parler aux hippopotames. Alors la chasse rituelle, c'est une chasse au harpon. On larde l'hippopotame d'un harpon qui est doté d'un flotteur, puis un deuxième harpon, etc., jusqu'à ce que la bête soit obligée de sortir de l'eau, et à ce moment-là, on lui fend le crâne avec une hache. C'est quand même assez violent. Enfin, puis cette bête n'a aucune raison de se laisser faire. Ça fasciné Rouge, ça. Hein. Bah, c'est fascinant, mais on ne tue pas pour le plaisir de tuer. On tue un hippopotame ou un lion, parce qu'il a aussi chassé le lion, parce que cet hippopotame fait des dégâts. Enfin, il gêne la vie des pêcheurs, des villageois riverains. On ne le fait pas par plaisir. Alors Bernard Surrugue, ce qui est assez intéressant dans ce troisième voyage, c'est qu'il est à la poursuite des vieux qui savent. J'aime beaucoup cette expression parce que ça correspond évidemment à ce que l'Afrique nous enseigne de fondamental et que nous savons trop peu, c'est-à-dire le savoir des anciens. Et Rouch a su très bien tirer ce fil, les vieux qui savent. Bien sûr, mais tout est là. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est de détecter, de valoriser, de mettre en lumière tous ces savoirs qui sont des savoirs extraordinaires, sur lesquels il y a quand même, d'abord il y a une difficulté de récolter, de collecter des savoirs qui sont portés uniquement par la tradition orale. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de traces autres que la parole. Eh bien cette parole, il faut savoir la collecter convenablement. Pas le tout de mettre un magnétophone et d'enregistrer, c'est bien plus compliqué que ça. Alors déjà filmer, c'est plus, et puis comprendre comment ça se passe, c'est encore plus. Donc c'est cette mémoire qui est un morceau de l'humanité extraordinaire, formidable, qu'il faut à tout prix préserver, réserver et faire connaître. Alors il utilise cette mémoire pour comprendre ce qui se passe, évidemment. Par exemple, les scènes de circoncision. Il filme des scènes de circoncision. Il filme aussi ce magicien de Wazerbé assez exceptionnel, puisque c'est un magicien qui, justement, initie la danse des possédés et, au fond, est l'un des détenteurs de la compétence des possédés pour danser. Et je crois qu'il comprend ce qui se passe dans la danse des possédés, avec ce magicien. Oui, mais bien sûr. Et avec celui-là, puis avec bien d'autres. Sa thèse est la thèse de Rouch, c'est une thèse agréable à lire. C'est assez rare. C'est un essai sur la religion Songhai, sa thèse. Oui, c'est ça, c'est la religion et la magie, Songhai. Et c'est donc ce système de pensée-là qui inclut la magie, la religion et beaucoup d'autres choses, avec tous ces agents du culte, tous ces objets du culte, comment tout cela fonctionne, comment tout cela est mis en musique. La musique, voilà, c'était mon job. Et la danse qui va avec, comment tout ça est représenté. C'est cette description magistrale qui a été faite dans sa thèse et dans ses films. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il se passionne pour le feedback. C'est-à-dire il projette ses films et il s'intéresse à la manière dont ces films sont reçus par ces populations. Il ne les garde pas pour projeter seulement en Occident et chez les Blancs. Il s'intéresse à la manière dont les habitants du long du fleuve Niger, au fond, voient ce qu'ils sont eux-mêmes. Ouais, ben ça nous renvoie à l'hippopotame. Parce que c'est le film qu'il a fait sur la chasse à l'hippopotame, qui est effectivement un des films essentiels, il l'a présenté au même moment qu'il a présenté sa thèse aux gens avec qui il avait travaillé, à Firgoun, près d'Ayoru. Donc il voulait simplement voir quel était le regard des autres sur son propre travail. Il leur a montré sa thèse, mais comme ils ne savaient pas lire, donc ils ont découpé les photos qu'il y avait dans la thèse pour les coller dans un morceau de la case, etc. Et puis il a eu l'idée de projeter la chasse à l'hippopotame. Il est venu avec un groupe électrogène, un projecteur, et puis il a accroché un drap le soir dans le village à Firgoun. Et les gens ont d'abord regardé le projecteur qui faisait un bruit bizarre, ils ne savaient pas ce que c'était ce truc-là. Puis après, ils ont regardé le drap, il a été projeté plusieurs fois. Et quand ils ont vu le film, ils ont compris que, ben voilà, c'était ça le feedback. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Et Rouch a eu un premier reproche. On lui a dit, mais Rouch, pourquoi as-tu mis la musique
notre musique à nous, la musique qui nous donne du courage, tu la mets pendant qu'on est en train de chasser l'hippopotame. Mais l'hippopotame, il entend cette musique. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné la chasse. Donc il a compris que ce qui comptait le plus dans un film de cet ordre-là, c'est de prendre l'avis des gens qui sont les acteurs du film, avant de prendre l'avis des scientifiques. Alors nous, qui connaissons rien, quand on voit ces trucs-là, on se trouve ça très beau, très intéressant, etc. Mais la vraie vérité, c'est la vérité de ceux qui ont la parole, ceux qui sont dans le film. Et depuis, Rouch a toujours fait pour lui, il a toujours dit à les gens qui travaillaient avec lui, à ses élèves, faites le feedback, montrez d'abord aux gens que vous avez filmé ce que vous avez fait, regardez quel est le regard. Voilà. Bernard Suruc, dans le livre, j'ai été très frappé par à la fois la modestie de Jean Rouch, en même temps ce qu'il essaye d'apprendre et ce qu'il nous explique qu'il apprend au cours de ses 3 voyages. Et je trouve que votre postface, qui au fond nous explique ce qu'est le fleuve Finn nommé Niger, puisque c'est comme ça que vous l'appelez, votre postface nous aide à comprendre ce qui a pu se passer, je dirais presque dans la tête de Rouch, quand il est au fond, au cours de ses voyages, amené à prendre des images, non pas pour les voler justement, mais peut-être pour les resituer toujours dans un contexte de plus en plus vrai, parce que resitué avec la population. Ah, je crois que c'est sa quête, c'est vrai que c'est ça. C'est sa quête, c'est d'être le plus juste possible dans ce qu'il filme, dans cette prise de mémoire qui est remise ensuite au Niger quand c'est le Niger, au Mali quand c'est le Mali, etc. C'est ce message-là de faire de ce témoignage un morceau du patrimoine de l'humanité. C'est peut-être des grands mots, mais c'est ça. Bernard Suruc, je voudrais terminer avec cette phrase de Valérie, qui termine aussi votre postface. « Choses rares ou choses belles, ici savamment assemblées, instruisent l'œil à regarder, comme jamais encore vu, toutes choses qui sont au monde. » C'est la manière d'être, la manière de filmer, la manière de regarder de Jean Rouch. Et c'est la manière qui a guidé tous les gens qui ont travaillé au Musée de l'Homme depuis que le Musée de l'Homme a été créé. C'est-à-dire que tous les gens qui sont partis faire des missions, Griot, Léris, André Scheffner, etc., ont collecté des objets, des témoins de l'humanité, et chaque fois qu'on a récolté des objets de ce genre, on a dit on va les mettre pour le monde, pour le regard du monde, ce sont des choses belles, pour qu'elles soient protégées pour toujours. On va les mettre au Musée de l'Homme, c'est là qu'elles seront en sécurité. Et le drame à la fin de la vie de Rouch, donc Rouch, on est à peu près à la date anniversaire de la mort de Rouch il y a 5 ans, et bien jusqu'à son dernier souffle, il s'est bagarré pour que cet esprit-là ne soit pas perdu. Bon, depuis, le Musée de l'Homme a été vidé de ses collections. Une partie de ces collections est présentée d'une autre manière au Musée du Quai Branly. Mais dans les jours qui viennent, le Musée de l'Homme va être complètement fermé pour être restauré. Et ce que j'espère, ce que nous espérons, c'est qu'il va être vraiment restauré pour en faire un autre centenaire, un autre Musée de l'Homme neuf avec le même esprit et le même respect qui était celui des gens comme Germaine Tillon et tous ces grands noms qui ont fait cette maison merveilleuse. Si on n'avait qu'un film à retenir de Jean Rouch, moi je retiendrais Les Maîtres Fous. Alors je voudrais savoir si vous êtes d'accord, et je pense que c'est un peu un essai d'ethnologie inversée, un peu un essai pour comprendre ce qu'est, à travers ce que disent les Noirs du film, ce qu'est la femme d'un chercheur, ce qu'est le chercheur qui est près d'eux, ce qu'est le militaire, ce qu'est le coopérant. Un peu comme si Jean Rouch nous disait, mais regardez comment l'ethnologie peut se faire et peut se développer dans le regard de ceux que nous considérons comme les objets de l'ethnologie. Oui. C'est la première fois que c'est exprimé de cette manière-là, parce que l'anthropologie à l'envers, on l'exprime sur Petit à Petit, qui est une anthropologie à l'envers qui se passe place du Trocadéro. Mais là, vous avez raison, parce qu'en réalité, Maître Fou, qui est certainement, en tout cas, un film majeur, peut-être le film majeur, entre parenthèses, tourné en 12 heures. Ça a duré 12 heures, le tournage du film. Ce film est l'expression de l'intégration, justement, des complications modernes, de l'évolution du temps, de la colonie à l'époque. Il y a les deux colonies, il y a l'Empire français et l'Empire britannique qui se trouvent confrontés dans une pression qu'ont les dockers, qu'ont les gens de la rue, qui sont dans des métiers quand même assez rudes, qui sont maltraités.
Et pour supporter cette maltraitance, eh bien, il crée, avec les outils mythologiques, il crée cette danse de possession, ce rituel de possession, un dimanche comme les autres. Il y en a qui vont à la messe, bon, ben, eux, ils sont allés là, et ils se sont nettoyés, ils se sont lavés de toutes ces souffrances qu'ils ont endurées, parce qu'il y en a un qui était tyrannisé par le médecin, d'autres par le train, la locomotive, le caporal, le gouverneur, etc. Même la reine d'Angleterre, à l'époque, était en jeu. Ça a créé quelques difficultés au passage. Mais en tout cas, c'est l'intégration splendide, superbe, magnifique de toute cette difficulté. C'est presque une espèce de psychanalyse sociale, mais avec un résultat qui marche. Ça marche. Le lendemain, tous les acteurs de ces phénomènes qui sont quand même assez difficiles, assez forts, assez violents, eh bien, ils sont tranquilles, ils sont apaisés, ils abordent le lundi matin leur boulot normal, ils jouent aux cartes, il y a le voleur à la tire qui n'est pas le docker qui fait son travail de docker, celui qui lave les bouteilles, il lave les bouteilles. Ça va pour une nouvelle semaine, éventuellement plus. C'est quand même pas mal comme art de vivre. Merci Bernard Surrugue. Ben, c'est moi.